Bien, bonjour à vous, mes licornes, sortis tout droit d'une boîte de Lucky Charm. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis présent pour vous offrir mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 257, Poirier contre McGregor. C'est le retour de Conor McGregor. C'est toujours un gros événement parce que c'est de loin la plus grande star de l'histoire du sport. Donc, le combattant le plus populaire qu'on a vu combattre. Et puis, c'est toujours un gros événement lorsqu'il est de retour pour disputer un combat. En plus que cette fois-là, l'UFC a pas mal tout fait en son pouvoir pour dire que dans le fond, tout le futur de l'histoire du futur va reposer sur l'UFC 257. On était supposé avoir la fameuse décision de Khabib de s'il revenait ou non. Dana nous a vendu des gros wolf tickets, nous a dit ah non, finalement, UFC 257, là, ça va tout décider. Donc, le futur de l'humanité est clairement en jeu ici lors de ce combat entre Conor McGregor et Dustin Poirier. Puis on est là pour en parler, mais aussi parler des autres combats sur la carte. Pour être bien honnête avec vous, ça paraît que c'est un combat de Conor McGregor parce que le reste de la carte, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Vous allez voir, il y a plein de noms qu'on connaît, mais c'est pas des noms qu'on connaît que genre, oh, lui, je suis excité de voir. Tu sais, c'est tout des comme. C'est quand la dernière fois vous vous êtes demandé, hey, c'est quand le prochain combat de Sarah McMahon? Ou genre le prochain combat de Antonio Carlos Jr.? Ben, tabarnouche, c'est tout sur cette carte-là. T'sais, à part le main event, le co-main event, que c'est les débuts UFC de Michael Chandler, puis on a le main event des prelims, le featured prelim, qui est absolument magnifique. D'autres combats qui ont du bon sens, un combat féminin assez intéressant, mais d'autres combats que c'est juste genre, des gens qu'on connaît, puis qui s'affrontent, puis que c'est genre, peu importe ce qui va arriver, ça ne changera pas grand-chose à rien. Mais avant de parler de ces affaires-là qu'on s'en fout, parlons du main event de la soirée. Conor McGregor est de retour face à Dustin Poirier, un rematch de leur combat à l'UFC 178, si je me rappelle bien. Je ne l'ai même pas checké avant, j'ai assez off the top of my head de vous dire ça, mais je pense que c'est ça, qui avait qui avait été assez bref. Ce combat-là, ça avait été assez bref. Conor McGregor avait frappé Dustin Poirier avec une main gauche qui était, tu sais, juste en arrière de l'oreille, pas un beau knockout, mais un coup qui a mis Dustin Poirier immédiatement sur les talons, il a tombé, puis Conor McGregor, on le sait, quand il fait mal à son adversaire, j'ai rarement vu quelqu'un survivre d'un moment où il s'est fait mettre dans le trouble de Conor McGregor. C'est pas mal 100% de sa game que d'être un opportuniste et surtout tôt dans le combat. Maintenant, en quel point ce match-up-là a changé à travers les années? Je pense qu'il a changé. Il a changé. La dynamique reste un peu la même, par exemple, mais il a changé parce que Dustin Poirier, depuis, a été l'un des meilleurs combattants dans le sport, un lightweight. Il était le champion intérimaire de la division lightweight. A juste perdu depuis son combat contre Conor. Il a perdu une fois contre Michael Johnson. Il s'est fait un peu cut cold là, dans le début du combat. Il a perdu par knockout. Et il a perdu contre Khabib. C'est l'autre personne qui l'a battu, puis ça, c'est plus récemment. Donc, entre Michael Johnson et Khabib, il y a une séquence de victoire assez incroyable pour Dustin Poirier qui a affronté les Eddie Alvarez, les Anthony Pettis, les Justin Gaethje. Il y a une victoire sur Justin Gaethje. Il a affronté absolument tout le monde là, dans la division. Et ce, depuis son dernier combat contre Conor McGregor, il n'y a pas eu vraiment de moment où il a donné, tu sais, les combats, il n'a pas eu, dans des combats où Dustin Poirier avait un adversaire qui n'était pas absolument world class devant lui. Et puis c'est ça l'affaire, c'est que Dustin Poirier s'est battu comme 10-12 fois depuis. Conor McGregor, c'est littéralement battu 2 fois depuis son combat contre Eddie Alvarez. Puis ça, c'était, je pense, en novembre 2016, quelque chose comme ça. Donc, il y a eu le combat avec Floyd, évidemment, on s'en rappelle. Puis, il y a eu le combat contre Khabib. Et puis, il y a juste l'an dernier, le combat contre Donald Cowboy Cerrone, qui, tu sais, c'est ça qui me fait me poser des questions, pour être bien honnête avec vous, parce que j'ai encore beaucoup de questions par rapport à où est McGregor, tu sais. Parce que le combat contre Cowboys, ça allait pas être vraiment un combat. C'est comme le slow starter le plus notoire de l'histoire des arts martiaux mixtes, que tu le sais que peu importe ce qu'il va faire, il va starter slow. C'est Cowboy Cerrone contre le fast starter le plus notoire de l'histoire des arts martiaux mixtes, qui est Conor McGregor. Donc, c'était un match-up qui, même si Cowboy était dans son prime, était tailor-made pour que ça n'allait pas bien pour lui, puis Conor gagne. Donc, je veux pas arriver et voir cette performance-là il y a un an qui a duré 40 secondes puis dire non, regarde, c'est la preuve que Conor McGregor est encore un World Level Championship fighter.
Et, tu sais, tant qu'on ne le verra pas dans la cage contre Dustin Poirier, je pourrais pas le savoir, ça. Puis c'est ça qui me gosse dans mon analyse, parce que, tu sais, encore comme dans tous les combats de Conor McGregor, c'est pas compliqué, là, il y a deux options. C'est soit que ça se finit tôt, ou soit que Dustin Poirier gagne si le combat se finit plus tard. T'sais, Conor McGregor n'est pas reconnu comme étant quelqu'un, non seulement qui a du bon cardio, mais même qui réagit bien à l'adversité en général. À part le combat contre Nate Diaz, le deuxième, que ça a été une guerre de 5 rounds, quand on a vu Conor se faire tester par Nate la première fois, rapidement, il a gaz out, s'est mis à shooter des takedowns, que la dernière affaire qu'on imagine Conor McGregor faire dans un combat. Et la même affaire contre Khabib, ça n'a pas bien été, il ne réagit pas nécessairement bien à l'adversité. Puis, il y a un peu des tendances des fois à abandonner dans le combat, là, tout simplement à chercher un way out, on dirait. Puis ça peut pas être bon signe contre Dustin Poirier. Parce que Dustin Poirier, c'est tout le contraire de ça. C'est la toughness même. Mais à la fois, ça l'aide ici, puis à la fois, c'est absolument le problème ici. Parce que c'est quand la dernière fois que vous n'avez pas vu Dustin Poirier se faire frapper solidement, se faire mettre dans le pétrin dans un combat. C'est autant la gimmick de Conor McGregor, c'est je start super fast, je suis le plus grand world killer au premier round, je descends au deuxième round, mais à partir du troisième, j'ai plus grand chose, puis je cherche un peu un way out. La gimmick de Dustin Poirier, c'est je suis un malade mental qui court après mon adversaire puis qui incite les échanges parce que c'est un bon counter-striker lui aussi, Dustin Poirier, comme Conor McGregor d'ailleurs. C'est pour ça que c'est une dynamique intéressante que je vais peut-être revenir dessus. Mais c'est ça, on a un Dustin Poirier qui, dans tous ses combats, passe proche de se faire finir. Puis là, wow, on dirait que ça spark la flame dedans lui. Puis c'est là qu'il step up d'un niveau puis qui devient le Super Saiyan Dustin Poirier. Puis tu sais, tu peux pas laisser ça arriver contre Conor McGregor. Tu peux juste pas. Tu peux pas te faire mettre. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un se faire mettre dans le pétrin par Conor McGregor et ne pas se faire finir? Moi, personnellement, je m'en rappelle pas. Tu sais, Nate Diaz, il n'a jamais vraiment été dans le pétrin. Oui, il saignait de partout, mais c'est Nate Diaz. Le gars, tu le regardes puis il se met à saigner. Fait que oui, il a mangé des bons shots de Conor McGregor, mais est-ce qu'on a vu Nate Diaz, tu sais, oh, être dans le pétrin puis reculer, même contre Khabib? Il y a du monde qui dit qu'il a gagné un round contre Khabib, même s'il a gagné un round, est-ce qu'à un moment, tu te disais, oh, tu sais, Conor est en train de monter un comeback dans ce combat-là? Non, tu sais, fait que c'est difficile pour Conor plus le combat avance, mais dès qu'il met quelqu'un dans le trouble, il finit. Puis les gens qui ne mettent pas dans le trouble, il finit pas. L'affaire, c'est que Dustin se fait toujours mettre dans le trouble avant de level up puis de gagner le combat. Donc, déjà qu'on a déjà vu comment Dustin réagissait. Puis oui, 145 livres, il coupait beaucoup de poids, puis il n'était pas dans une bonne place mentalement dans ce temps-là. Puis là, il est rendu, tu sais, il a complètement changé Dustin Poirier là, par rapport à il y a combien d'années que se sont affrontés. C'est en quoi, 2014, 15, ce combat-là, quelque chose de même. Fait que ça fait comme 6 ans. Fait que, tu sais, Dustin Poirier, il est dans un mindset complètement différent, puis ça paraît dans ses performances dans la cage, mais ça reste un combattant qui, oui, est un bon counter-striker, mais qui n'est pas super bon défensivement, puis qui se fait toujours sonner. Puis c'est ça qui l'aide d'être meilleur dans ses combats, mais tu ne peux pas laisser ça arriver contre Conor McGregor. On l'a vu dans leur premier combat, puis j'ai bien peur qu'on le revoie dans son deuxième combat, parce que c'est un peu le même concept qu'Eddie Alvarez. Eddie Alvarez a toujours besoin de se faire dropper, puis là, il se relève, puis oh, c'est Super Saiyan Eddie, puis là, il s'est rendu un malade mental, puis il sort un des combats de l'année. C'est pour ça qu'on les aime, là, les Alvarez, les Gaethje, les Poirier, mais d'arriver devant le combattant le plus opportuniste peut-être qu'on a vu dans l'histoire du MMA, le gars qui est capable de trouver la toute petite chose qui va passer, qui est capable de l'exécuter avec une précision hors pair, puis qu'une fois qu'il t'a fait mal, te lâche pas, va mettre des coups d'épaule d'en face s'il faut jusqu'à temps que tu sois à terre. Tu sais, c'est ça. Fait que basically, je m'attends probablement à ce que Conor McGregor gagne ce combat-là par TKO au premier round ou au début de deuxième. Mais ma position, c'est TKO au premier round pour Conor McGregor. Puis si ça n'arrive pas, ben, il va probablement perdre, probablement comme par
un genre de TKO pas super beau à quelque part au 4-5e round, quelque chose comme ça, mais je vous dirais que j'ai assez de confiance, surtout que le dernier aspect que je veux apporter ici, c'est l'aspect du counter-striking, justement. Dustin Poirier est un meilleur counter-striker que lead striker. L'affaire, c'est que Dustin Poirier n'est pas vraiment dédié à un ou l'autre. Dustin Poirier va lead, puis là, quand tu vas répondre, là, va placer des bons counters, là, tu vas avoir son meilleur succès, mais ne va jamais hésiter de lead. C'est pas un gars qui va, genre, ne pas combattre. Là. C'est un combattant, c'est un brawler, c'est un combattant excitant, va pousser l'action, va lancer un gros volume de strikes. C'est ça que Dustin Poirier fait. Puis oui, il est meilleur quand il a la chance de counter, mais c'est pas nécessairement le game plan spécifique qu'il veut pousser. Contrairement à Conor McGregor, que c'est pas mal ça, sa game. Oui, lui aussi est agressif, mais il va avec ses feintes, avec ses mouvements, avec les millions de kicks qu'il lance comme smoke and mirrors dans ta face. Puis, il veut pas vraiment te kicker Conor McGregor, il veut juste te crisser sa main gauche direct au spot parfait pour que tu droppes. Puis, il va inciter une réaction, que ce soit un punch en sa direction comme il a fait avec José Aldo, que ce soit juste genre une mauvaise réaction sur une de ses feintes, que dit si je refais cette feinte-là, je peux connecter avec tel punch, puis c'est là qu'il te pogne. Donc, McGregor est plus dédié un peu à son art que Dustin Poirier, qui, oui, est à son meilleur quand il counter, mais va être bien content de lead et sûrement de s'exposer justement à se faire frapper avec une frappe très précise de McGregor. Donc, c'est pour ça que j'ai Conor McGregor ici au premier round par TKO dans le rematch. Co-main event, Dan Hooker affronte Michael Chandler. Les débuts très attendus de l'UFC dans Michael... Tabarnouche, ça a super bien sorti, ça. Les débuts très attendus dans l'UFC de Michael Chandler, qui était le champion Bellator et un des très bons lightweight au monde en dehors de l'UFC, qu'on s'est toujours demandé, hey, si ce gars-là était là, où il se placerait dans la division? Est-ce que c'est un top 5? Est-ce que c'est un top 10? Est-ce que c'est un top 15? Est-ce que ça n'en est même pas un? Est-ce que c'est un potentiel champion du monde? Puis, l'UFC, quand il y a des gars qui rentrent de Bellator comme ça, pour leur premier combat, ils aiment toujours leur donner un style match-up assez désagréable. Rappelez-vous Eddie Alvarez, qui ressemble un peu à Michael Chandler en style. Quelqu'un qui aime bien boxer, qui a quand même du power dans ses mains, qui est un excellent lutteur. Chandler lutte beaucoup plus qu'Alvarez, bien qu'Alvarez s'est mis à lutter dans l'UFC, mais genre, dans son âme de combattant, dans son ADN de combattant, Michael Chandler va toujours plus lutter qu'un Eddie Alvarez, à la base. Mais ces deux styles, c'est des wrestle boxers, là, comme on appelle, des gars qui sont aussi plus petits et trapus, mais avec de la puissance. Puis check qu'est-ce qu'ils ont donné à Eddie Alvarez. Le genre de long combattant de Muay Thai qui est à son pic, qui est Cowboy Cerrone dans ce temps-là, que tu le savais que ça allait être dur pour Eddie Alvarez de rentrer puis implémenter son game plan dans Pocket contre Cowboy, qu'il allait te l'attendre avec des coups de genoux puis des kicks puis plein d'affaires à chaque fois qu'il allait rentrer. Puis c'est un peu le même scénario ici là, pour Michael Chandler. Michael Chandler, s'il veut avoir du succès dans ce combat-là, il faut qu'il fasse deux choses. Qu'il rentre dans la pocket et qu'il essaie d'outboxer Dan Hooker. On a vu, les gens qui essayaient d'outstriker Dan Hooker, comment ça a fini pour eux. Gilbert Burns s'est fait knock au premier round fret. Il va se battre pour un titre, une division plus haut dans pas long. C'est ça qui est arrivé contre Dan Hooker. Paul Felder a tout essayé. Ça a passé proche, mais il n'a pas été capable. Dustin Poirier a été capable, mais c'est Dustin Poirier, c'est un des 2-3 meilleurs lightweight au monde présentement. Fait Dan Hooker, je pense qu'il est peut-être juste... J'ai souvent parlé là, des catégories de lightweight. Je pense qu'il y a Khabib qui est dans sa propre catégorie. Après ça, je pense que là, on peut peut-être insérer un Charles Oliveira là présentement, bien que j'hésite, mais tu as Gaethje, Poirier et Conor McGregor. D'après moi, ces gars-là sont dans une classe à part. Tu avais Tony qui était là avant ses récentes performances assez ordinaires. Puis juste après, tu as ça. Les Tony, les Dan Hooker, les Paul Felder, les Rafael Dos Anjos, les Al Iaquinta, potentiellement Charles Oliveira, je pense qu'il faut le mettre là dans celle d'en haut. Puis je pense que c'est là que Chandler aussi se trouve dans cette classe-là. Mais si tu regardes tous ces combattants-là, celui qui est vraiment un mauvais style match-up, celui qui va l'attendre avec des coups de genoux, des coups de coude à chaque fois qu'il va rentrer dans la pocket, celui qui est comme un très bon striker, qui est fait à être dur à lutter contre parce qu'il est juste dur à mettre la main dessus parce qu'il reste super actif, parce qu'il y a des bons mécanismes de défense quand tu arrives, comme des push kicks, des genoux, des choses comme ça, justement. Très bon clinch fighter. C'est juste vraiment pas un bon match-up pour Michael Chandler. Puis s'il gagne, tant mieux pour lui parce qu'il va y avoir de grandes choses qui vont y arriver. S'il est capable de battre Dan Hooker, qui est
essentiellement, selon moi, un très mauvais style match-up pour lui, ben il va prouver qu'il est potentiellement un championship level fighter de la trempe d'un Poirier, d'un Gaethje ou d'un Conor McGregor, puis ça va juste lui donner des huge combats pour la suite des choses. Pas que je pense pas que Chandler n'aura pas de succès. Je pense que ça va peut-être même faire comme Alvarez. Là. Varvey va perdre ce combat-là parce que l'UFC aime vraiment prouver un point au premier, quand il y a un ancien champion de Bellator ou un champion de Bellator ou un champion d'une autre ligue qui arrive. Il donne le pay-style match-up pour qu'il perde son premier fight, pour prouver le point que tu n'es pas meilleur que les fighters dans l'UFC. Puis après, le match-up contre d'autres gens. Puis souvent, ces gars-là réussissent à avoir du succès ou sont Will Brooks puis ils n'ont juste pas de succès. Mais tu sais, je pense que Chandler va avoir du succès. Je pense juste pas qu'il va battre Dan Hooker. Donc, j'ai Hooker par décision ici. Puis c'est là qu'on tombe dans le moins excitant un peu. Pas que, tu sais, j'aime pas ces deux filles-là, mais écoute. Moi, il faut que j'arrive ici puis je t'analyse un combat entre Jessica Eye et Joanne Calderwood. Puis autant que tout le monde sait exactement ce qui va arriver dans ce combat-là, personne n'est vraiment capable de dire qui va gagner, qui va avoir l'avantage. Parce que, tu sais, oui, Jojo Calderwood va essayer d'être la kickboxer, qui va essayer de garder sa distance, de peut-être utiliser plus de kicks. Jessica Eye va être la boxeuse, qui va essayer de rentrer dans la pocket, puis lander des punches sur son adversaire. Jessica Eye mixing des takedowns assez bien, je vous dirais. Jojo Calderwood le fait de plus en plus. Autant Jessica Eye est peut-être la meilleure lutteuse des deux, je pense que Jojo est peut-être la meilleure grappleuse des deux. Donc, on le sait ce qui va arriver. Ça va être un genre de slow fight debout quand même assez technique et méthodique qui ne sera pas particulièrement enlevant ou intéressant et qui va être super fucking serré puis qu'à la fin on va être là, j'ai aucune idée qui a gagné puis je pense que les juges non plus puis la décision va être weird puis je sais même pas pourquoi il faut que je prédise ça, fait que je vais juste y aller avec Jojo Calderwood parce que je l'aime plus que Jessica Eye. C'est de la grosse prédiction scientifique ça ici les boys, puis évidemment par décision, je pense pas vraiment qu'il va y avoir un finish ici, donc c'est à ça que je m'attends. Ensuite, Matt Frevola, Otman Azatar, c'est sur la main card et puis ben ça existe. Ça va être le fun. Pour tout ce que ce combat-là n'a pas, c'est-à-dire genre mettons des high-level skills, de quoi de super technique, de super incroyable, ça va être le fun. T'sais. Matt Frevola, c'est un brawler. C'est quelqu'un qui, je pense, plus que sa carrière UFC avance, plus qu'il se définit comme un grappler-brawler qu'un brawler actuel. Tu sais, oui, il va aller de l'avant, puis il va essayer de lancer des coups de poing, puis un peu initier un brawl, mais je pense que son but ultime dans ça demeure d'aller chercher un takedown, de s'installer sur le top control, puis de punir son adversaire avec du ground and pound, puis oui, de peut-être avancer la position, mais il est plus ground and pound minded que submission minded, bien que s'il pogne un bon monde puis tu lui donnes son dos, va être bien content de te passer un beau rear naked choke puis de finir ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense que plus il se développe en tant que combattant dans l'UFC, plus c'est quelqu'un qui va aller essayer d'initier un brawl pour aller chercher des takedowns parce que Chris, parce que dans le fond, il était intelligent et il a compris que de manger des coups de pied flush dans la face, c'était pas manière d'avoir une longue carrière en MMA. Pour ce qui est d'Otman Azatar, c'est exactement la même chose que Matt Frevola, mais veut moins grapple, là, va vraiment vouloir brawler debout. C'est pas nécessairement un bon striker ni rien, mais il est puissant. Il faut s'y donner ce qu'il faut y donner. Il est puissant. Il a du très bon punching power. Et puis, la majorité de ses combats, on l'a vu gagner ça là, par KO, TKO dès le premier round. Même dans l'UFC, il y a 2 combats. Mais l'affaire qui me gosse vraiment avec Otman Azatar, c'est qu'autant tout ce que je regarde qui fait paraît très bien, qu'il a l'air complètement dominant dans tous ses combats, c'est que le gars, il n'a pas affronté vraiment un gros calibre d'opposition. Son combat KO premier round contre Kama Worthy, ça faut que je donne, c'est vraiment la première fois dans sa carrière que selon moi, il a affronté un bon combattant legit, puis qu'il l'a battu là, de façon dominante, comme il battait les autres adversaires qu'il a affrontés avant. Puis on ne peut pas vraiment y enlever le fait que c'est pas de sa faute s'il n'affronte pas des bons adversaires. Puis il les a vraiment traités comme des gens qui ne devaient pas être dans la cage avec lui, c'est-à-dire il les a pété à la gueule de façon assez brève. Mais quand tu lui présentes un Matt Frevola, qui est un gars qui a tendance à être underdog dans ses combats, qui a tendance à toujours surprendre, qui a battu genre un Luis Peña, qui a battu des bons combattants, un Jalen Turner. Justement, la seule défaite de Matt Frevola, c'est contre Marco Polo Reyes, qui est un bon sniper, un bon boxeur qui va trouver sa bonne shot
passer un KO à son adversaire. Puis il avait passé un KO à Matt Frevola. Puis Frevola, quelques combats après, il a affronté Jalen Turner, qui est encore un meilleur sniper que Paulo Reyes. Puis il a réussi à s'améliorer assez puis à apporter les bons ajustements pour remporter ce combat-là. Donc, écoute, Otman Azator est très puissant et pourrait très bien passer un KO à Matt Frevola au premier round dans ce combat-là. Mais l'affaire, c'est qu'on dirait que je peux juste pas me fier sur lui pour si ce combat-là passe le premier round. Puis de ce que j'ai vu de Matt Frevola dans tous ses autres combats, à part le combat contre Paulo Reyes, c'est qu'il est immensément tough et très difficile à finir. Donc, je vais avoir Matt Frevola dans ce combat-là par TKO au 3e round. Ensuite, Marina Rodriguez face à Amanda Ribas. Ça, c'est un bon combat, là, vraiment, dans la division. Un combat qui a rapport. Deux filles qui sont rankées, deux filles qu'on pense qui pourraient devenir, du moins dans un des deux cas, je pense, une title challenger dans le futur. Puis c'est ça l'affaire. C'est que Marina Rodriguez, c'est la combattante que tu regardes dans la cage, tu es genre, waouh, c'est beau, ce qu'elle fait du beau Muay Thai. C'est un peu comme Viviane Araújo. J'ai l'impression que je dis la même crise d'affaires que Viviane Araújo. Mais Marina Rodriguez, c'est encore pire. Tout ce qu'elle fait, c'est beau, mais la fille est incapable de s'imposer. Puis écoute, tu sais, avant son dernier combat, elle était invaincue dans l'UFC, mais elle avait 2 draws. T'sais, comment tu réussis à faire genre 2 draws en 4 combats UFC? Ça veut dire que tu as de la misère à t'imposer, tu as de la misère à mettre un stamp sur le combat. Puis oui, tu fais des bonnes choses, tu es toujours dans le combat, tu compétitionnes avec de très bons adversaires, mais tu n'es jamais capable de mettre un stamp sur le combat. Puis s'il y a bien quelqu'un qui est capable de mettre un stamp sur son combat, autant debout qu'au sol avec son grappling, c'est Amanda Ribas. Amanda Ribas, rarement on écoute un de ses combats, puis on a dit, oh, je suis pas sûr si elle a gagné. Là. La fille, elle a pas mal dominé tous les adversaires qu'elle a affrontés dans l'UFC. Puis tu te retrouves avec deux filles qui ont des bons skills. Je pense que Ribas est peut-être un peu plus athlétique que Rodriguez ici, mais t'en as une qui est aucunement capable de mettre un stamp pour gagner ses rounds. Puis t'as l'autre qui est non seulement une très bonne combattante technique avec plein de skills, mais qui est une bonne round winner, qui est capable d'aller chercher plein de finishes, très bonne pour gagner par soumission. Fait que je dois faire confiance à Amanda Ribas dans ce combat-là. Et je pense qu'elle va le gagner par décision parce que Rodriguez est très tough. Je pense que ça va être bon, ça va être compétitif, mais Ribas devrait gagner. On passe au combat sur les prelims. C'est le featured prelim. Puis écoute, le main event est excellent, mais s'il n'y avait pas le main event, je devrais dire que ce combat-là, c'est mon préféré sur la carte. Arman Tsarukyan, Nasrat Akparas. Deux des prospects n'étant plus prospects là, qui rentrent dans les meilleures années de leur carrière, là, dans leur pic, là, où on peut s'attendre de voir la meilleure version d'eux. Ces deux-là rentrent dans ce moment-là de leur carrière, puis c'est à ce moment-là qu'ils s'affrontent. Moi, j'ai l'impression que dans 2-3 ans d'ici, ça aurait pu être un combat là, de top 5 là, ou top 10 dans la division facilement, mais c'est dès maintenant qu'ils s'affrontent. Nasrat Akparas, Arman Tsarukyan, et puis Nasrat est absolument phénoménal avec ses mains, sa boxe est complètement ridicule. On l'a vu par exemple contre Drew Dober, être un peu over-anxious, être un peu trop prête à se battre puis vouloir s'engager dans un genre de combat qu'il ne devrait pas s'engager dedans. Puis il a payé cher pour ça. Arman Tsarukyan, combattant beaucoup plus réservé. Pas dans le sens de ne lance pas. Arman Tsarukyan, c'est quelque chose. Arman Tsarukyan, je pense que s'il y a un combattant qui pourrait se faufiler là, puis devenir comme un title challenger, puis personne ne l'a vu venir, c'est lui. Le gars est un striker absolument incroyable. On l'a vu là, dans plusieurs de ses combats. Il est capable de garder un bon volume, garder un bon pace, mais tout en restant très technique, en étant bon et conscient défensivement. Ce qui, des fois, le Nasrat, ce qu'il fait offensivement, c'est super impressionnant. Il frappe fort, il est agressif, il est explosif, il a du bon power, mais défensivement, c'est peut-être pas encore au niveau de ses capacités offensives en boxe. Et Arman Tsarukyan est vraiment là, autant bon offensivement que défensivement avec son striking. Puis, il est aussi, ce que je pense va être le X-Factor dans ce combat-là, un sale lutteur. Quand je dis un sale lutteur, c'est quelqu'un que tu le regardes, tu es genre, c'est un bon boxeur, ça, ce gars-là. Je me demande son grappling a l'air de quoi. Il est tellement bon debout que je ne m'attends pas à vraiment avoir du bon grappling. Puis là, maintenant, stand de strike avec toi, puis takedown, puis domine au sol. Puis c'est un bon grappler, bon pour garder sa position. Très belle takedown game. Le gars, il a tout. C'est un full package. Je suis super full on sur son hype train. J'aime beaucoup Nasrat, mais je pense que c'est un combat qui peut être très serré debout.
Puis le edge en grappling de Tsarukyan va peut-être le faire gagner les échanges dans le clinch, puis les quelques takedowns qui vont lui manquer là, pour garder cette victoire par décision-là. Donc, Germain Tsarukyan par décision ici. Puis là, on va aller très vite pour la suite parce que c'est des combats qui, comme j'ai dit, c'est des noms qu'on connaît, mais personne ne se demande vraiment ce qui est arrivé avec eux. Puis c'est le cas avec Brad Tavares et Antonio Carlos Jr. Et ce qui arrive ici, c'est que Brad Tavares, c'est un des combattants qui a le moins d'identité en MMA. T'sais, quand tu penses à Brad Tavares, tu te rappelles de lui, de ce qu'il a l'air, mais qu'est-ce qu'il fait dans la cage, ce gars-là? Fait un peu de tout, puis un peu de rien en même temps. C'est un striker potable, c'est un grappler potable. Il a du power correct, mais pas tant que ça. Tu gagne beaucoup de combats par décision, perd beaucoup de combats par décision. Est compétitif contre à peu près tout le monde, mais ne gagne jamais tant clairement contre personne. Et puis, ça fait de lui un combattant que c'est dur d'être super hype pour ses combats. Bien que ce pas des mauvais combats, mais ce pas des bons combats non plus. C'est juste des combats. Antonio Carlos Jr., c'est un peu le contraire. Tu le regardes et tu es genre, oh, OK, ce gars-là, son striking s'est vraiment amélioré. Il a du bon Muay Thai. C'est un world champion de Jiu-Jitsu au sol. C'est un des très, très, très forts grapplers dans la division. Il a même une belle takedown game pour être capable d'amener ses combats au sol. Des fois, il y a la chose qui manque aux gars de Jiu en général. Fait que quand tu le regardes, tu te dis, oh, ce gars-là a du potentiel. Puis, plus le combat avance, moins il a l'air d'avoir du potentiel parce que le gars il se bat comme un fou furieux puis il se gasse out complètement lui-même avant la fin du troisième round. J'ai quand même envie de le prendre ici parce que c'est un gars qui est vraiment plus skilled que son adversaire. Puis, comme j'ai dit, il y a une bonne takedown game. Puis, Brad Tavares défend bien les takedowns, mais si c'est une bonne takedown game, tu vas peut-être être capable de le takedown aussi si tu es assez acharné. Puis, je pense qu'une fois au sol, tu as un bon grappler contre un champion du monde en jiu. Donc, je vais toujours prendre le champion du monde en jiu ici. Et c'est pourquoi j'ai Antonio Carlos Jr. soumission round 2. Ensuite, Juliana Peña, Sarah McMahon. Je ne veux pas m'éterniser sur ce combat-là parce que les deux combattantes, ce qu'elles préfèrent faire, c'est take down leurs adversaires, s'installer sur le top control. Et Juliana Peña est beaucoup plus active que Sarah McMahon là. L'affaire, c'est que Sarah McMahon est une médaille d'argent olympique en lutte et je ne crois juste pas que Juliana Peña a assez de lutte pour rivaliser avec elle. J'ai donc Sarah McMahon par décision. Speedrun. Ensuite, Khalil Rountree, Marcin Pragno. Khalil Rountree, on n'a aucune idée où est sa carrière. Le gars arrive, puis il a la meilleure performance ever, puis le combat d'après, il a la pire performance ever, puis le combat d'après, il a la meilleure performance ever, puis le combat d'après, il a la pire performance ever, puis c'est le gars le moins constant qu'on a vu. Puis Marcin Pragno, lui, il est très constant depuis son arrivée dans l'UFC, dans le sens qu'en 3 combats, la chose qu'il a réussi à faire, c'est de colisser son menton direct sur le plus gros punch de son adversaire et se faire knocker. Fait qu'on le sait que c'est ça qui arrive avec Marcin Pragno. Puis on le sait que Khalil Rountree, si tu demandes de te faire knocker, il est bien capable. Donc, j'ai Khalil Rountree par first round KO. Ensuite, Andrew Sanchez, Mahmoud Muradov. Ça, c'est un bon combat sur la carte. C'est juste plate pour Andrew Sanchez parce que c'est comme, oh ouais, check, t'as vraiment une belle performance sur ton striking. You're like excessivement amélioré face à Wellington Turman. Ben, pogne-toi un gars qui va absolument t'out-striker, puis quand tu vas essayer de l'out-result, tu vas te rendre compte que ça va être beaucoup plus difficile qu'escompté, parce que lui aussi, c'est un très bon lutteur. Donc, j'ai Mahmoud Muradov. Là, je pense pas que c'est un bon match-up pour Andrew Sanchez. J'ai Muradov par décision. Ensuite, mon boy, Movsar Evloev face à Nick Lentz. Movsar Evloev est plus grand, plus gros. Peut-être pas dans le fond, c'est un ancien 135 livres, puis Nick Lentz c'est battu. Non, peut-être pas plus grand, plus gros, mais bref, beaucoup plus skilled, beaucoup plus athlétique, meilleur striker, absolument un meilleur lutteur, un des meilleurs lutteurs là, que j'ai vu dans l'UFC, dans la même trempe qu'un Khabib Nurmagomedov. Le problème avec Movsar Evloev, c'est que des fois, il est juste beaucoup trop game. Il dit, ça, c'est un lutteur incroyable, il a comme un record de takedown dans son premier combat dans l'UFC, ou presque, genre. Fait que t'es là, oh shit, ça, le lutteur, ça va être absolument incroyable. Arrive contre Enrique Barzola, et puis décide de striker avec pendant 15 minutes, puis l'outstrike et gagne, mais rend ça comme beaucoup trop compétitif. C'est un fighter qui veut beaucoup trop se battre, puis qui pousse un peu trop l'action pour son propre bien, puis un moment donné, il va payer cher pour ça, le chum Movsar Evloev, mais ça sera absolument pas contre Nick Lentz. Je pense qu'il va complètement lui casser la gueule pendant 15 minutes, puis je l'ai par décision ici. Et le premier combat de la soirée, c'est Amir Albazi, Zalgas, Zhumalagov, et puis je pense que ça va être un très bon combat, mais je pense que si ça reste debout, ça va être à l'avantage de Zhumalagov. Amir Albazi, peut-être le meilleur grappler, peut-être des chances de gagner par soumission si ça va au sol, mais Zhumalagov est généralement un très bon lutteur qui est capable de garder le combat debout si ça tente, surtout contre quelqu'un qui a peut-être
pas les mêmes credentials que lui en lutte, je dirais. Donc, j'ai Zoumalagov ici dans ce combat-là par décision. Puis ça va conclure mes analyses et prédictions complètes pour la carte de l'UFC 257 Poirier contre McGregor. Laissez-moi un like si vous avez apprécié. Faites-moi part de vos commentaires. Là, je veux savoir, c'est quoi votre prédiction? Est-ce que McGregor gagne ça? Est-ce que Poirier gagne ça? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Quelle round? Quelle façon? Laissez-moi ça dans les commentaires. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Et bien sûr, abonnez-vous à MMA Talk sur YouTube, sur Facebook et sur toutes les plateformes, Instagram, Twitter, toute la petite patente. Et on se parle une prochaine fois.